préface des éditions 2003 et 2006. La précocité intellectuelle est-elle un obstacle ou un avantage? C'est souvent la question que se posent parents et enseignants quand ils découvrent combien les stratégies pédagogiques et éducatives sont difficiles à mettre en œuvre, alors que les potentialités de l'enfant devraient constituer un formidable atout. C'est sans doute ce paradoxe qui interpelle tous les acteurs et, en écho, les médias. Notre société ne peut rester indifférente à l'une des causes de cet échec scolaire, de la souffrance et de la démotivation de ses enfants. Notre nation ne peut se passer des potentialités dont chacun est porteur. L'attente des familles vis-à-vis de l'école est d'autant plus grande que dans le cas de la précocité, c'est l'école qui, après diagnostic, est à même de reconnaître les enfants précoces et de les traiter d'une autre manière pour ne pas détruire leurs capacités et leur envie d'apprendre. En réponse à un parlementaire qui l'interrogeait sur la prévention de l'échec scolaire des enfants dits intellectuellement précoces, Xavier Darcos, ministre délégué à l'enseignement scolaire, précisait en février 2003 « Je suis heureux de vous annoncer que pour la première fois, la circulaire de rentrée va proposer des mesures pour ces élèves, à la fois à l'école primaire et en collège. Les textes ont été publiés et ouvrent des perspectives nouvelles. Il reste à puiser auprès des enseignants et des parents davantage d'observations afin de mettre en œuvre les aides appropriées au plan pédagogique. » Écrit par un chef d'établissement expérimenté, ce manuel a la particularité de retracer la nature des difficultés décelées à l'école chez certains de ces enfants pour qui coexistent échec et réussite remarquables. Il propose aux enseignants, soucieux de comprendre les difficultés de leurs élèves, une excellente source de réflexion et d'information pour aller plus loin dans leur démarche pédagogique. Nicole Bensoussan, recteur de l'Académie de Rouen, chancelier des universités. Préambule. Il convient de dissiper quelques malentendus. Un collège qui accueille des EIP ne constitue pas des classes d'élite et ne recherche pas la performance. Le projet d'établissement qui tient compte de la précocité n'exclut pas pour autant la mise en œuvre de tous les moyens existants pour aider les élèves en difficulté, aide au travail personnel, remédiation, etc. Il faut éviter toute confusion entre ce qui peut être mis en place dans l'enseignement public et le fonctionnement des établissements privés, souvent hors contrat, qui se font une spécialité de l'accueil des précoces. Le cas extrême est le lycée privé de Nice qui présente chaque année les plus jeunes bacheliers de France et reçoit pour la circonstance les chaînes de télévision. La précocité n'est pas synonyme de génie, et s'il existe des précoces géniaux, ceux-ci sont peu nombreux. Le vocabulaire est ici d'une grande importance. Le terme d'enfant intellectuellement précoce, EIP, n'est pas parfait, mais il évite les réactions du genre « Un génie n'a pas besoin que l'on prenne un soin particulier de sa scolarité. Les enfants démunis méritent l'exclusivité de nos efforts. » Le livre de Robert Clark, intitulé « Super cerveau, des surdoués au génie », consacre quelques pages à la précocité, mais traite surtout de cas célèbres, Mozart, Picasso, et du même coup entretient la confusion. Le rapport Delaubier préconise d'adopter le terme « intellectuellement précoce », mais le livre consacré à l'enfant surdoué, par Jeanne Siot-Fachin, risque de maintenir le trouble. Cette psychologue clinicienne, attachée aux hôpitaux de la Timone et de la Salpêtrière, préfère le mot « surdoué », bien qu'elle sache que le mythe du génie heurte encore les consciences collectives. Elle considère que l'appellation EIP n'a pas été choisie parce qu'elle est idéologiquement plus acceptable. Pire, le terme de précocité serait nuisible à la compréhension d'un enfant surdoué. Celui-ci ne pense pas à 10 ans comme un autre de 14 ans avec 4 ans d'avance, et réduire à un simple décalage la maturité de fonctionnement intellectuel très différent ne pourrait conduire qu'à l'illusion d'avoir compris le problème. Pourtant, à lire Jeanne Siot-Fachin, nous parlons bien des mêmes enfants. Nous prenons les mêmes précautions. Ne pas confondre avec le talent ni le génie. En admettant qu'Einstein et Picasso aient été géniaux, relevait-il vraiment de notre préoccupation actuelle? Le mot « surdoué » ne lui convient d'ailleurs pas complètement, et après s'être honnêtement posé la question, alors que faire? L'auteur de l'enfant surdoué choisit de l'appeler « zèbre ». Nous nous sommes toujours efforcés de résister à la demande des télévisions qui voulaient filmer nos élèves. Ceux-ci ne sont pas des singes savants et le collège n'est pas un cirque. L'appellation « enfant multi-âge » a ses partisans. Elle présente l'avantage de traduire la diversité des modes de fonctionnement du cerveau de l'enfant.
Nous nous en tiendrons, quant à nous, à l'appellation EIP qui qualifie un groupe dont les membres ne sont pas nécessairement promis à la célébrité comme Jodie Foster. Nous ignorons si la précocité est idéologiquement plus acceptable, mais nous savons que le surdouement engendre inconsciemment l'opinion qu'il y a un avantage, puisque le sujet est non seulement doué, ce qui serait déjà bien, mais qu'il est plus que doué. Je n'utiliserai donc pas les termes doué ou surdoué, sauf dans les citations où ces mots ont encore les faveurs de nombreux auteurs. Notre objectif se situe sur 3 plans de nature différente. Pour les élèves, que chacun progresse en fonction de toutes ses capacités et soit prémuni contre le risque de démotivation. Pour les collèges, que d'autres tentent l'expérience pour assurer la place du service public et répondre à l'angoisse des familles. Pour l'école, qu'elle soit l'endroit où se fera la détection, qu'elle rassure les parents et prépare l'entrée en 6e après identification de la précocité. Partie 1. Nouvelles considérations sur le paradoxe de la précocité intellectuelle. Chapitre 1. À propos du petit manuel. Depuis la parution de ce petit manuel en janvier 2004, la question a continué d'être posée dans la presse, bien sûr, mais aussi dans les familles en détresse, dans les écoles et collèges où bien des difficultés sont restées sans solution. L'actualité concernant ce sujet s'enrichissait, mais il était trop tard pour en faire état. La nouveauté, l'évolution positive, est venue du ministère. L'inspection générale, d'abord, s'est rendue sur le terrain, à la demande du ministre Luc Ferry. Nous en donnons ici quelques extraits significatifs. Des établissements publics offrent un accueil. L'UPI du lycée Janson de Sailly de Paris est une bonne surprise. L'École nationale de la santé publique de Rennes a organisé un colloque sur l'identification et la prise en charge adaptée du petit précoce. La loi d'orientation du 11 février 2005 surtout, qui grave dans le marbre cette reconnaissance officielle du phénomène, et fait obligation à tous les établissements de le prendre en considération. Nous citerons le paragraphe de la loi, mis en application par les circulaires de rentrée 2005 et 2006, visant à l'intégration de tous les élèves dans le cadre de l'égalité des droits et des chances et son interprétation dans les inspections académiques. Quelques mois avant l'apparition du « Petit Manuel », l'édition du livre de Jeanne Suot-Fachin chez Odile Jacob nous a conduit à un échange fructueux, la confrontation de 2 points de vue complémentaires. Celui de la psychologue face aux troubles des apprentissages scolaires, celui du chef d'établissement qui constate les implications psychologiques de la difficulté d'être précoce dans un milieu qui ne le reconnaît pas. Vous trouverez, à la fin de cet ouvrage, notre petit dialogue.